Euh, ma, ma contribution à cette session de l'Académie portant sur l'Afrique comme horizon de pensée, ma contribution dans cette session de l'Académie est sur la jeunesse, sur les jeunes à la fois comme appréhendés comme opportunité pour le développement, comme défi, mais aussi comme contrainte. Je vais essayer d'être très synthétique dans mon propos, sachant que je pense que par la suite, il y aura une communication écrite dans les actes de cette session. Je ne suis pas vraiment un spécialiste de la jeunesse. Je l'ai abordé à partir de deux angles, celui de l'éducation et celui de la religion. Mais mon propos aujourd'hui ne va pas porter sur ces questions de façon principale. Je vais essayer de l'aborder de façon très générale. Donc là, l'Afrique, aussi bien l'Afrique du Nord que l'Afrique subsaharienne, bien que dans notre nouvelle façon d'essayer de l'aborder, il n'y a qu'une Afrique, mais malheureusement, l'organisation des statistiques, la couverture avec laquelle se fait aussi bien au niveau académique, des aires culturelles, ou au niveau des organisations internationales, dissocie Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord étant rattachée à la région MENA. Et donc quand on veut travailler sur des statistiques africaines dans globalité, on a énormément de difficultés à construire des indicateurs africains. Ça, c'est un premier obstacle. Donc je vais essayer d'associer les deux aires dans une même réflexion, pas en donnant des statistiques concernant les deux aires. Ça a été difficile de le faire pour cette session, mais je le ferai certainement dans le cadre d'un texte écrit. Donc ma réflexion portera essentiellement sur l'Afrique subsaharienne, sachant que par exemple, quand on va traiter de la jeunesse, et vous le savez qu'on peut en traiter de deux façons. On peut la traiter comme une catégorie statistique, avec toutes les discussions autour de cette catégorie statistique, pour travailler soit en tant que variable indépendante, pour expliquer un certain nombre de choses, un certain nombre de comportements, de pratiques, pour décrire aussi des pratiques, soit en tant que, disons, stock humain dans le cycle de vie. On peut aussi aborder la jeunesse d'une autre façon, en tant que dans le cadre d'une approche par génération, et donc sous l'angle de la transmission, sous l'angle de la succession, ou sous l'angle de la tension entre les générations, qui pourrait être un facteur explicatif d'un certain nombre de problèmes, ou aussi explicatif d'un certain nombre d'opportunités quand les transmissions et les successions se font correctement. Donc je vais essayer de combiner tous ces angles d'attaque pour réfléchir sur trois choses, donc trois problèmes en premier. D'abord, sous forme de données les plus récentes, notamment les données de l'OCDE ou les données de la Banque mondiale, qui, sur le plan démographique, traite bien sûr de l'Afrique subsaharienne, sachant que quand on raisonne sur le plan démographique, l'Afrique du Nord a déjà réalisé sa transition démographique et que l'Afrique subsaharienne est en voie de la réaliser. C'est une perspective à moyen terme. Mais concernant les jeunes, donc, on peut dire déjà un premier chiffre qu'actuellement, l'Afrique subsaharienne, c'est un peu moins vrai pour l'Afrique du Nord, 50% des jeunes est peuplé de 50% de jeunes âgés de 10 à 24 ans. Si on déplace notre curseur de statistiques vers l'activité politique et l'activité économique, c'est-à-dire parler de 16 à 35 ans, on est sur des volumes de population beaucoup plus importants, beaucoup plus que 50%.
cette jeunesse de l'Afrique révèle à la fois, peut être considérée comme une fenêtre d'opportunité importante dans un contexte mondial de vieillissement généralisé, y compris pour l'Afrique du Nord. Et ce vieillissement fait intervenir un certain nombre de problèmes, aussi bien économiques que sociaux. Donc, du coup, les gens qui se projettent sur l'Afrique, les économistes, ce que je ne suis pas, mais aussi les sociologues, prédisent, si vous voulez, non seulement des problématiques de croissance importantes, telles qu'ils se font et telles qu'ils ont été décrits par les économistes pour les prochaines années, dans la continuité de la dernière décennie, mais aussi des apports à l'économie internationale du fait de cette jeunesse. Mais cette jeunesse, pour l'instant, même si elle dessine des perspectives importantes, disons, de progrès et d'évolution, constitue dans la première approche, qui est l'approche d'une séquence d'âge entre 18 et 35 ans, un problème important. Un problème important parce que, d'abord, avoir une population jeune pèse sur les économies et sur les demandes d'équipement, les demandes de santé, les demandes d'éducation et les demandes surtout d'emploi. Par rapport à cette question, le dernier rapport de la Banque mondiale concernant la jeunesse et l'emploi dans le continent africain fait état d'un diagnostic qui est plein de paradoxes. Il met en œuvre un certain nombre de concepts très intéressants. Le premier concept, le premier paradoxe, c'est le fait que le taux de chômage en Afrique subsaharienne est globalement en moyenne de 3%, ce qui est, si on exclut de cette catégorie subsaharienne, l'Afrique du Sud, qui est un cas particulier. Mais ce taux de chômage très bas ne renvoie pas à la même catégorie socio-économique que le taux de chômage en Europe ou dans les pays développés. On parle plutôt de taux d'emploi. C'est-à-dire que la question de oisivité, le non-travail, tout simplement, est tout à fait absente et appelle une définition très particulière de l'activité. Et donc, une prise en compte à la fois de l'informel, de l'activité domestique, de l'activité familiale, etc. Donc, c'est un taux de chômage très bas. Mais dans la morphologie générale de l'emploi en Afrique, on se rend compte que sur ces gens qui sont en activité, donc on a une jeunesse qui est relativement active, le taux d'emploi salarié est très très bas. Et donc il approche les 16%, et dans ces 16%, il n'y a que 2 à 3% qui sont employés dans les lieux d'activité intensive, c'est-à-dire la production manufacturière. Le reste est dans les services, et le plus gros est dans l'administration. Donc ça laisse pratiquement 80% de la population jeune en Afrique dans l'informel. Cet informel, ce qui est visible quand on travaille sur cette question de la jeunesse, à la fois comme fardeau ou comme opportunité, d'abord le plus visible de cet informel, parce qu'il attire à la fois les sociologues et des économistes, mais aussi parce qu'il est source de problèmes récurrents, c'est l'informel urbain. C'est l'activité, l'informel dans l'urbain, et cette jeunesse urbaine où l'idée de non-emploi, sous-emploi, oisivité ou emploi précaire apparaît de façon forte, et elle apparaît de façon forte parce qu'elle génère un certain nombre de troubles urbains ou de contestations politiques liées à ces troubles urbains.
alors que le monde rural, qui emploie pratiquement 80% de cette jeunesse, est complètement délaissé par les analyses socio-économiques. Alors, ce rapport de la Banque mondiale sur ce premier aspect, comme j'ai dit, la jeunesse comme un stock ou comme une opportunité, mentionne un certain nombre de remarques par rapport à cette morphologie de l'emploi des jeunes et par rapport aux problèmes que ça génère. Bien sûr, ce qu'on peut appeler les problèmes que ça génère, les troubles urbains, mais aussi ce que le continent africain vit de façon assez dramatique, c'est-à-dire la contribution massive des jeunes dans les conflits armés, que ce soit les conflits armés dans certaines guerres civiles ou les nouveaux conflits armés liés au djihadisme, sur lesquels je vais revenir par la suite. Donc le grand oubli par rapport à c'est-à-dire le rapport de la banque met en place les marges pour que cette contrainte devienne opportunité sont relativement intéressantes. Et sont intéressantes si on ne se projette pas sur le modèle d'évolution asiatique. Alors, que nous dit la banque sur le modèle d'évolution asiatique pour l'emploi des jeunes? C'est que, de façon assez j'allais dire, automatique et même très linéaire, dans un raisonnement très linéaire, l'Asie qui est l'usine du monde, la manufacture du monde, qui utilise une main-d'œuvre ou plutôt qui fait des activités très demandeuses de main-d'œuvre qualifiée ou peu qualifiée, ou moins pas qualifiée du tout, donc normalement dans le textile ou dans un certain nombre de lieux de sous-traitance des industries européennes. Donc le renchérissement des coûts salariaux en Asie entraînerait automatiquement, et ils anticipent cela en travaillant sur le Kenya et sur l'Éthiopie, anticipent une installation future de ces grands donneurs d'ordre manufacturiaux vers l'Afrique, ce qui serait une opportunité pour l'Afrique. Mais ce scénario n'est pas très intéressant, ou pas aussi intéressant que le deuxième scénario qui fait du gisement rural la plus grande opportunité pour l'emploi des jeunes africains. Alors la donne est très simple. Actuellement, en termes j'allais dire, de disponibilité en foncière, en termes de potentiel agricole, l'Afrique constitue un gisement très important pour le futur. En termes même de morphologie de la population, 80% de la population jeune est en milieu rural. Donc le potentiel de développement de l'emploi dans cette zone, dans cette activité, ce type d'activité agricole est très important. Le gros problème par rapport à ça nous renvoie à la deuxième problématique sur laquelle c'est la question de transmission. Par rapport à cette question donc c'est pas la question de la jeunesse comme potentiel créatif ou comme force de production importante, mais toute la problématique de la transmission générationnelle, à la fois on dirait dans le temps, des facteurs de production, essentiellement le foncier. Ça me ramène à cette deuxième problématique, donc cette deuxième façon qui est plus anthropologique d'analyser la question de la jeunesse comme une opportunité ou comme une contrainte, c'est la question de l'approcher par le biais des générations en déplaçant la question d'âge, c'est-à-dire en travaillant uniquement sur les aînés et les cadets, sur la relation aîné-cadet. Donc, cet éclairage qui est plutôt anthropologique part d'une première idée, c'est ce qu'on peut appeler la crise de transmission.
intergénérationnel. D'abord par le différent, à cause, je ne vais pas faire un raisonnement linéaire, ni un raisonnement en termes de causalité unique. Les choses sont beaucoup plus compliquées que je ne vais l'exposer. Mais le rapport entre cadet et aîné, qui était réglé dans le cadre de structures sociales spécifiques et avec des modalités spécifiques de sociétés, je n'aime pas le mot, mais de sociétés traditionnelles, se trouve en crise pour différentes raisons. Et c'est le même, ce n'est pas spécifiquement africain, c'est mondial, à cause disons, de l'accélération de l'urbanisation, à cause du démantèlement des liens sociaux, à cause aussi de la production de structures politiques liées à l'État-nation. Tous ces problèmes entraînent des difficultés de transmission entre générations. Et les principaux conflits africains, que ce soit les conflits armés autour du politique ou les conflits religieux qui nous intéressent le plus, s'inscrivent dans cette relation de tension entre cadets et aînés. Je vais prendre le seul exemple que je connais le mieux et que je peux expliquer, c'est par rapport à la question du religieux, où cette question entre deux générations, disons le religieux, la situation actuelle du religieux comme l'expression d'un conflit entre générations, a été, donc pour ce qui est de l'Afrique, mais ce n'est pas uniquement l'Afrique, on peut le voir aussi dans tout le monde arabo-musulman concernant l'islam, mais pas uniquement, aussi bien à partir du renouveau religieux au niveau du christianisme, mais aussi en tant que l'arrivée de l'islamisme et du djihadisme beaucoup plus tard dans les sociétés à majorité musulmane, majoritairement musulmane ou totalement musulmane. Ce conflit est nourri pas uniquement par une question d'âge, des jeunes contre des vieux, mais tout simplement par une question de rapport spécifique à la religion du fait de la scolarisation. Donc on se retrouve devant deux générations, une génération qui se construit sa religiosité autour de l'héritage ou des héritages, d'une transmission orale et des héritages, et une génération qui accède au texte directement et qui mobilise son savoir scolaire, tout simplement, pour se construire une autorité religieuse légitime. Et ce conflit, on l'a observé. On l'a observé ici, au Maroc, on l'a observé en Algérie, en Tunisie, mais on l'a observé surtout de façon très très forte dans des pays comme le Nigeria, dans des pays comme le Sénégal, dans des pays autour, avec des trajectoires très différentes, soit de neutralisation du conflit intergénérationnel par des formes d'initiation particulières, ou des conflits violents, très très violents. Quand on voit les porteurs du discours de Boko Haram, avant qui étaient les porteurs du discours dans le cadre de Izala, qui était une des associations qui a servi un peu de référentiel théologique à l'activité de Boko Haram, on se rend compte que les trajectoires d'acquisition des savoirs religieux se sont construites autour des savoirs scolaires ou à partir des savoirs scolaires. Et je n'ai pas le temps de vous lire des interviews avec des militants, que ce soit des militants d'Izala ou des anciens des mouvements confrériques. La version, j'allais dire, générationnelle de ce conflit apparaît de façon très 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 forte. Comme elle apparaît très très forte dans le conflit intergénérationnel au sein des femmes, entre les filles porteuses de hijab moderne et les femmes porteuses de hijab traditionnel, où le hijab chez les jeunes filles exprime un parti pris d'intégrer l'espace public et non pas ce qu'on pense être le contraire, un parti pris d'intégrer l'espace domestique. Donc, pour conclure, parce qu'on m'invite à conclure, donc ces propos très décousus et très anecdotiques, je
pense que la réponse à la question est-ce qu'il s'agit d'une contrainte ou un défi dépend de plusieurs. C'est de la conversion de cette jeunesse en tant que force créatrice au lieu d'être une force destructrice, parce que pour l'instant, majoritairement, et c'est malheureux, elle est une force destructrice, n'est pas une force créatrice, elle est une force destructrice parce que on recense à peu près 700 000 enfants dans les armées, pas des jeunes, même des enfants dans les conflits armés en Afrique. La nouveauté, c'est qu'il y a pas une grande féminisation, l'entrée de la femme même dans ces conflits. On recense aussi tout la résolution de cette tension par la migration, et en sachant que là aussi, on pense que, vu l'actualité et vu la force des médias, que la migration est surtout vers l'Europe. Or, la grande mobilité est intra-africaine. Il y a à peu près 70 millions de personnes qui ont bougé à l'intérieur de l'Afrique à cause des conflits, à cause de la sécheresse, etc., dans des conditions très difficiles. Mais la sortie de la conversion de ce potentiel en opportunité passe à la fois par un règlement de la succession, au sens global du terme. Quand je dis la succession, c'est d'abord pour les 80% des inemployés l'Accès au foncier, l'accès à la terre, qui reste un des gros problèmes du développement de l'agriculture en Afrique, et dont, au niveau global, tout simplement l'accès au pouvoir, pas uniquement au pouvoir économique, mais au pouvoir politique. Sachant par ailleurs que la trajectoire de développement que prend l'Afrique par le biais d'un certain nombre de raccourcis historiques très importants, notamment l'accès aux nouvelles technologies, et on voit comme ça plaît à le dire les gens de la Banque mondiale, quelques best practices, passe par justement passer par l'appropriation par cette jeunesse de nouvelles technologies, sachant pareil que le grand obstacle actuellement, et je vais finir par là, reste l'échec, et on peut le dire de façon très forte, l'échec, et au Maroc on le pense de façon aussi forte, mais sinon plus forte, l'échec des systèmes d'éducation sur le continent africain. Certains objectifs du millénaire ont été atteints, mais même pas atteints totalement, mais cette massification de l'éducation a entraîné une perte de la qualité de cette éducation, ce qui alimente la crise, et j'allais dire la tension entre générations, par une nouvelle tension qui est très très forte chez la jeunesse, entre ce qu'on pourrait appeler les groupes d'appartenance, une jeunesse éduqués, dotés de diplômes, et le groupe de référence, c'est-à-dire leurs collègues ou leurs semblables dans le monde qui ont déjà accédé aux clés du pouvoir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.